Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Focus d'Autrey, notre émission hebdomadaire sur CTRB. Aujourd'hui, on est ici à l'île du Pas pour interviewer M. Réal Chevrette, l'un des finalistes du Grand Prix Desjardins de la Culture. M. Chevrette, bonjour. Bonjour. Donc, M. Chevrette, comment vous êtes arrivé à être finaliste du Grand Prix Desjardins de la Culture? En fait, nous sommes finalistes parce que il y a maintenant 4 ans, oui, en 2011, nous avons créé un groupe de bénévoles qui se nomme le groupe de musique et de poésie. Notre objectif, c'est de faire découvrir la poésie ici dans la région, mais aussi à l'extérieur de la région, bien entendu, en présentant des soirées de lecture de poésie accompagnées de musique. Et tout semble m'indiquer que les organisateurs du concours ont jugé que notre forme de bénévolat dans le domaine culturel méritait d'être récompensée. Ce qui fait que nous sommes passés par les étapes intermédiaires du concours. Et puis aujourd'hui, nous en sommes rendus à la finale. Et puis nous attendons avec beaucoup d'impatience les résultats du concours qui sont connus mercredi soir prochain, le 23 septembre, lors d'un gala qui a lieu à la salle Lecteur Charland de l'Assomption. OK. Dites-moi donc, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, de votre cheminement justement pour en arriver là? On a d'abord appris qu'on était mis en nomination. C'était il y a quelques mois, j'ai oublié exactement combien. Et puis, il nous a fallu à ce moment-là répondre à des questionnaires dans lesquels nous expliquions qui nous sommes, de quelle façon nous faisons du bénévolat et quels sont les objectifs que nous visons. Il a fallu aussi faire une présentation originale qui a été filmée à Joliette. Et puis c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à la finale. Parlez-moi donc de la présentation que vous avez faite justement à Joliette. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est une fille qui est membre de notre groupe qui s'appelle Maryse Dainville, en compagnie d'un de nos musiciens, Raymond Temple. Et ce qu'on a fait, étant donné que notre organisme présente d'abord et avant tout de la poésie accompagnée de musique, j'ose dire je, parce que c'est moi qui l'ai fait, je me suis inspiré de Rimbaud, de son poème Sensation, et j'ai écrit un texte sur le modèle de Sensation, dans lequel je raconte un peu qui nous sommes, ce que nous faisons. Et Raymond a interprété une musique qui accompagnait la lecture je vous appeler ça du poème, mais un poème très descriptif qui se voulait une description exacte, effectivement, de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. OK. Parlant de la culture ici dans la Naudière, vous, M. Chevrette, comment vous voyez ça? Moi, je vais parler surtout pour notre MRC, la MRC de Dautrey. Je suis bien placé pour en parler puisque je fais partie du comité culturel de la MRC. Ah bon? Et moi, je considère que depuis environ 5 ans, soit depuis que Marie-Julie Asselin, l'agent de développement culturel de la MRC, est entrée en fonction, il y a eu un développement absolument incroyable de la culture dans notre région. Auparavant, il y avait de la culture, mais c'était des individus qui travaillaient chacune dans son petit coin de pays, en se disant j'aimais beaucoup pouvoir partager mon expérience avec d'autres. Et puis grâce à Marie-Julie, puis surtout grâce à un groupe qu'elle a mis sur pied qui s'est appelé le groupe des 15, qui était un regroupement d'artistes de la MRC, ça a permis à ces gens de se connaître, d'échanger. Et aujourd'hui, il y a un dynamisme absolument incroyable au niveau de la culture, des échanges. Il y a une vie culturelle absolument incroyable maintenant dans notre MRC, tant et si bien qu'on a même appris qu'on fait l'envie de beaucoup de MRC au Québec. Et non seulement ça, mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont entendu parler de ce dynamisme-là et qui viennent maintenant s'installer dans notre région. Parlant du développement culturel, comment Mme Asselin vous a aidé, vous, justement, avec votre organisme, avec votre groupe de bénévolat? Au point de départ, lorsque nous avons mis sur pied le groupe, nous n'étions que 3. Aujourd'hui, on est 9 en tout. Et puis, Marie-Julie nous a beaucoup conseillé, nous a guidés dans l'organisation de nos soirées,
dans la façon de bien faire la publicité. Elle nous a permis d'établir des contacts avec des gens qui s'intéressaient, comme nous, à la poésie. Vraiment, elle nous a donné un grand coup de main en nous permettant d'aller plus loin que ce que nous avions prévu au point de départ. Et ça, je pense que pour nous, c'est important. C'est important pour la population aussi. Même qu'aujourd'hui, grâce au contact que Julie nous a permis d'établir, on est invité à aller présenter des soirées. Parce que normalement, jusqu'au printemps dernier, nos soirées avaient lieu à l'église de l'Île du Pas. À compter du mois d'octobre, elles vont avoir lieu à la bibliothèque Jean Ducharme de Saint-Ignace. Mais nous sommes également invités à aller présenter des soirées dans d'autres endroits de la MRC. Et ça, évidemment, c'est grâce au contact que Marie-Julie nous a permis d'établir. Ces soirées culturelles-là consistent en quoi exactement? Chaque soirée est construite soit autour d'un thème, et là, on trouve des poèmes qui englobe le thème. Qui illustre le thème, ou encore porte sur un poète. Et au cours de la soirée, ce que nous faisons, c'est que nous lisons des poèmes, soit autour du thème, soit des poèmes d'un seul et unique poète. Mais il y a une petite dimension pédagogique à la chose, en ce sens que on ne fait pas que lire de la poésie, on explique aux gens qui est le poète, à quelle époque il a écrit, dans quel style, qu'est-ce qu'il a apporté comme innovation. Et par la suite, on lit la poésie, et toujours accompagné de musique. Parlant d'autres poètes, j'ai un poète qui me vient à l'esprit, c'est Aimé Césaire. Je le savais. Donc, Aimé Césaire, parlez-nous donc dans quel style qu'il écrit, Aimé Césaire? Aimé Césaire, moi, je le qualifierais de poète du pays. C'est un poète, d'abord, c'est un grand patriote. C'est un homme qui a non seulement écrit de la poésie, mais qui a, je pense, à sa façon, un peu comme l'a fait Pablo Neruda au Chili. C'est un homme qui a contribué pour beaucoup à l'avancement de la société haïtienne. Alors, c'est un poète, mais un poète visionnaire, un poète patriote, puis un poète qui, dans sa poésie, a voulu nous décrire véritablement ce qu'est la mentalité du peuple haïtien, qui a voulu aussi se porter à la défense des intérêts de ce peuple-là. Ça donne une poésie d'une grande densité. C'est en plus un bonhomme qui écrit merveilleusement bien. Moi, personnellement, je le considère comme un grand poète. Dis-moi, parlant d'Aimé Césaire, est-ce que vous connaissez ça un peu Haïti? Est-ce que vous regardez un petit peu l'actualité sur Haïti? Écoutez, moi, oui, bien sûr. Je pense que quand on vit au Québec, on ne peut pas faire autrement que de considérer les Haïtiens un peu comme des cousins. On est des francophones avant tout. Voilà. Nous appartenons à cette grande communauté francophone internationale, d'une part. D'autre part, c'est un peuple qui, un peu comme nous, a été colonisé. Et ça se reflète dans la mentalité de ce peuple-là. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui contestent un peu ce que je dis quand je dis ça, mais ce sont des gens qui nous ressemblent beaucoup. C'est sûr que il y a de grandes différences à cause du climat, à cause d'un tas de choses, mais peuple accueillant, peuple qui se cherche, un peu comme nous. Et je pense qu'un bonhomme comme Césaire les a aidés beaucoup vous a aidé beaucoup à vous trouver. Okay. Monsieur Chevrette, est-ce que vous pouvez nous parler de CTRB, votre prochaine saison de soirée musique et poésie? En fait, le programme est déjà établi. On va commencer, on parlait de Césaire, qui est une sorte de poète que je vais qualifier de national. On commence notre saison au mois d'octobre, plus précisément le mercredi 7 octobre, avec une soirée consacrée entièrement à Gilles Vigneault. Ensuite, au mois de novembre, on fait quelque chose de nouveau. C'est que plutôt que ce soit nous qui lisions de la poésie, on va inviter les gens de la région qui ont le goût de nous lire leur poésie à le faire,
ou s'ils le préfèrent, ils pourront nous lire un ou des poèmes d'un poète qu'ils aiment de façon toute particulière. Donc, c'est la soirée du public. OK. C'est vraiment ouvert au public, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Oui, et c'est gratuit. Au mois de décembre, nous faisons une soirée consacrée à un poète que j'admire beaucoup, un grand poète français, Guillaume Apollinaire. En février, il ne faut pas que je me trompe, ce sera une soirée consacrée à Elsa Triolet, une grande poétesse française, La compagne de vie de Paul Éluard. En mars, c'est une soirée consacrée au grand poète québécois Gatien Lapointe. Et en avril, une autre soirée consacrée à un autre grand poète québécois, Gaston Mira. Vous qui aimez beaucoup la poésie, tout ça, on sait que Dany Laferrière a gagné ou bien est rendu à l'Académie française. Qu'est-ce que cela représente pour vous ici en tant que Québécois? Mes sentiments à ce sujet-là sont ambigus. Ils sont ambigus parce que j'ai de la difficulté à considérer Dany Laferrière comme un écrivain québécois. Moi, je le considère d'abord et avant tout comme un poète, comme un écrivain haïtien. Et à mon avis, ici au Québec, on a fait on s'est encensé beaucoup autour de ça, mais je pense que le pays sur qui avait jailli cet honneur-là, c'est beaucoup plus Haïti que le Québec. Pensez-vous qu'il y a un travail à faire justement pour inculquer aux Québécois la culture, la poésie, surtout la poésie? Un travail immense. Parce que, très honnêtement, la poésie est à mes yeux. Puis je ne suis pas chauvin en le disant, là. À mon avis, la poésie est un peu l'enfant pauvre de la culture québécoise. Non pas parce qu'il n'y a pas de grands poètes au Québec, il y en a beaucoup, mais malheureusement, c'est une forme d'art vers laquelle les Québécois vont très peu. On a l'impression que les Québécois considèrent la poésie comme un art très élitiste qui est réservé à un tout petit groupe de personnes, alors que moi, à mes yeux, la poésie, elle est accessible à tout le monde. Comment vous expliquez ça, M. Chevrette, ce désintéressement-là? En fait, je pense que dans un premier temps, malheureusement, les poètes eux-mêmes ont parfois tendance à vivre en cercle fermé, à ne pas aller vers le public comme nous le faisons. Ça se fait, mais à une toute petite échelle. Je vous donne un exemple tout simple. Jean-Paul Daoust, qui est quand même un grand poète québécois, a été traduit beaucoup en espagnol. Il est allé faire une série de lectures en Amérique du Sud, plus particulièrement en Argentine. Et évidemment, il est allé dans des universités. Là, il savait qu'il allait y avoir un public. Mais il a été invité à aller dans de petites villes d'Argentine. Et au point de départ, il se disait, il y avait à peu près personne, je vais être seul. Et à son grand étonnement, les salles étaient remplies. Alors qu'ici, quand dans une soirée de lecture de poésie, on réussit à attirer une vingtaine ou une trentaine de personnes, c'est quasi un événement. Bien évidemment, quand je dis ça, là, je ne parle pas d'un grand centre comme Montréal où il y a plus de monde, mais à l'extérieur des grands centres, malheureux. Et puis, il faut quand même que je sois honnête. Même si j'étais un enseignant, même si j'enseignais beaucoup la poésie, je sais que dans les écoles, on met la poésie un peu de côté, donc il y a peu d'initiation à la poésie. Si on pense à la télévision, à la radio, on y entend peu de poésie, on y voit peu de poètes. Et même, ce qui est un peu révoltant, dans les grands journaux, dans les grands magazines québécois, on ne parle à peu près jamais de poésie. Sauf dans quelques rares revues spécialisées qui sont lues par un petit nombre de personnes. Dans le temps que vous avez enseigné, vous étiez enseignant. Je sais que vous avez donné des cours de poésie. Vous avez inscrit ça dans vos cours. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce que le système scolaire devrait faire justement pour aider les jeunes surtout à aller vers la poésie?
Moi, je pense que dans les programmes imposés par le ministère de l'Éducation, on parle de poésie, mais c'est d'une façon très minimale. Et je pense qu'on devait lui donner plus de place dans le cursus scolaire. Je ne veux surtout pas blâmer les profs. Eux font ce qu'on leur demande de faire. Mais cependant, on n'insiste pas assez sur la poésie parce qu'il faut quand même penser que la poésie est une forme d'écriture qui exige, contrairement à ce qu'on pense parfois, c'est une forme d'écriture qui exige beaucoup de rigueur, beaucoup de travail sur les mots, sur la syntaxe, sur les figures de style, bon, sur toutes les formes, sur toutes les facettes de l'écriture. Et je pense que c'est là une merveilleuse façon d'amener les jeunes à s'interroger davantage sur l'écriture, à découvrir aussi, bien sûr, c'est quoi la poésie, et à découvrir surtout que ce n'est pas un art élitiste, mais un art accessible à tout le monde. Les jeunes de nos jours, pas parce que je vais être critique justement, mais je dois vous poser cette question-là en tant qu'enseignant, les jeunes ne lisent presque plus. On entend ça dans tous les médias, justement, on en parle beaucoup. Donc il y a une catégorie, disons, c'est minime, les jeunes qui vont vraiment dans les bibliothèques pour lire. Quel message que vous aimeriez passer justement là-dessus? Ben encore là, il faudrait que l'école fasse davantage. Dans le cursus scolaire actuel, on demande un nombre minimal, on exige un nombre minimal de lectures. Je pense qu'il faudrait inciter les jeunes davantage à la lecture. Et peut-être rendre... on enseigne la lecture un peu comme une technique. Ce qu'on oublie, c'est que ce qu'il faudrait d'abord et avant tout développer, c'est la passion de la lecture. Ce qui suppose que les enseignants sont passionnés par la lecture, qui sont en mesure de communiquer cette passion-là, qu'ils vont la transmettre et que les jeunes vont la découvrir. Parce que la lecture, ce n'est pas qu'une affaire de technique. Bien sûr, il y a des aspects techniques dans toute forme d'activité humaine. Mais je pense que la lecture est d'abord et avant tout une affaire de passion. Et c'est cette passion-là qu'on devait tenter, en tout cas, de transmettre à l'école. Pensez-vous que c'est à cause, on est à l'ère de l'Internet maintenant, de la technologie qui avance à grands pas, pensez-vous que c'est vraiment un fait qui cause ça? Pas véritablement, parce que dans le fond, quelqu'un qui a la passion de la lecture va lire tout aussi bien sur une tablette que dans un livre papier. Bon, personnellement, je suis peut-être de la vieille école, j'aime encore plus le bon vieux livre qui sent l'encre. Moi aussi. Mais moi, que quelqu'un lise sur une tablette ou en format papier, je m'en balance. Okay. Ce qui m'importe, c'est que la personne lise. Et quand on me dit, moi, que si les jeunes ne lisent pas, c'est à cause de la technologie, moi, je dis non. Okay. Je dis non parce que on pourrait leur montrer aussi que cette technologie-là peut leur permettre de lire. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on lise. Lire, mais lire n'importe quoi ou lire des sujets tout à fait intéressants ou choisir ces sujets pour lire? Ben moi, au départ, je dirais, au point de départ, je dirais n'importe quoi. N'importe quoi parce que si ce n'importe quoi nous donne envie d'aller plus loin, nous donne envie de lire davantage, ben on a gagné. Alors moi, que quelqu'un lise... ben je regarde, j'ai une petite fille là, qui lit des livres vraiment pour les petites filles de son âge. Je sais que ce sont des petits livres un peu fleurs bleues, mais c'est correct. Je regarde uniquement depuis le début de l'été, l'année scolaire commence, elle a lu, je pense, une 20aine de livres. Alors je me dis, ben cette passion dont je parlais tantôt, elle est en train de la développer. Puis quand je dis que c'est du n'importe quoi, c'est pas tout à fait du n'importe quoi. C'est quand même bien écrit, c'est quand même intéressant. J'ai jeté un coup d'œil, puis c'est bien. Évidemment, c'est pas le genre de truc que je lirais, mais j'ai commencé à lire moi aussi avec un peu n'importe quoi. Quand j'étais petit garçon, chez les gars, la mode était de lire du Bob Moran. Bon, c'était pas des chefs-d'œuvre, on s'entend. Oui, avec Casterman.
Oui, aussi. Alors, c'était pas des chefs-d'œuvre, on s'entend. Hergé Casterman. Oui. Alors, c'était pas des chefs-d'œuvre, mais on les lisait. Puis beaucoup d'entre nous avons développé cette passion de la lecture. Ça nous a amené vers d'autres dimensions de la lecture. Alors, il faut commencer en quelque part. Puis on ne va pas demander à quelqu'un de commencer en lisant, je sais pas, James Joyce. Quelqu'un qui n'a jamais lu de sa vie, si on lui fait lire du James Joyce, ne lira plus jamais. Ou John Grisham. Peu importe. Alors, il faut commencer par des choses simples, des choses qui conviennent à l'âge de celui ou de celle qui lit. Et progressivement, cette personne-là, on va dire cet enfant-là, va découvrir le plaisir de la lecture, éventuellement la passion de la lecture. Et en vieillissant, ben, il va aller vers autre chose, puis il va découvrir autre chose. On va lui faire découvrir autre chose, on va le conseiller, etc., etc. Parlant de la lecture, vous êtes un enseignant. Ça ne m'arrive pas tous les jours, justement, d'interviewer un enseignant, mais je vais aborder une autre question avec vous. Que pensez-vous du décrochage scolaire ici au Québec? Je vous avoue que ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup et ce que je trouve difficile, c'est de comprendre pourquoi. Parce qu'on nous donne, à chaque fois qu'on en parle, on nous donne une nouvelle explication. Ce qui me laisse sous-entendre qu'on ne connaît pas la raison véritable. Moi, j'ai parfois l'impression que s'il y a autant de décrochage scolaire, c'est parce qu'on s'ennuie à l'école. Parce qu'on s'ennuie à l'école, les étudiants, les élèves s'ennuient à l'école. Comment vous expliquez ça, vous? Parce que, à cause de toutes les fameuses réformes qu'on a connues au cours des dernières années, l'école est devenue un lieu où on ne va pas assez loin. Je sais que je vais me faire lancer des pierres, là, mais enfin, pas du tout. On va pas assez loin. Et puis, bien sûr, quand on se lève le matin, vous travaillez, j'ai travaillé, puis même si je suis à la retraite, si on se lève le matin et qu'on n'a rien à faire, on a l'impression de perdre son temps. Et on se dit, quand tu n'as rien à faire, ben je vais rien faire à mon goût. Et j'ai parfois l'impression que le décrochage scolaire, c'est un peu ça. On va à l'école, puis on se demande un peu ce qu'on fait là. Pensez-vous que c'est un délaissement des parents aussi, de certains parents? Peut-être, mais j'ose pas me prononcer là-dessus, mais en même temps, puis je pense qu'il y a un autre phénomène qui joue pour beaucoup, c'est le fait que l'école, telle qu'elle est conçue actuellement, elle n'est pas faite pour tout le monde. Et chacune n'y trouve pas sa place. Moi, je me rappelle, puis je ne veux pas avoir là d'un vieux nostalgique en disant ce que je vais dire, il y avait, quand j'étais ado, il y avait différentes formes d'école. Il y avait l'école commerciale, il y avait l'école des arts et métiers, il y avait les beaux-arts, il y avait les fameux collèges classiques, il y avait le cours général, il y avait le cours scientifique. Donc, chacune pouvait trouver son école. Alors qu'aujourd'hui, on met tout le monde dans le même panier. Comme si, par exemple, c'est un peu comme si on disait aujourd'hui, écoute, tout le monde va aller à l'université. J'ai peut-être pas envie, moi, d'y aller à l'université. Moi, j'ai peut-être envie d'être mécanicien. Apprends-moi le français, apprends-moi l'anglais, apprends-moi l'histoire, mais oublie pas que moi, ce que je veux être, c'est un mécanicien. Donne-moi un moteur de temps à autre. Là. Alors, je pense que, malheureusement, on a perdu cette diversité scolaire qui devait revenir. Justement, j'ai envie de finir avec vous sur un adage. Parlant de poésie, on va revenir encore sur votre nouvelle saison qui s'en vient. On dit que la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Qu'est-ce que vous en pensez de cet adage-là? C'est vrai. C'est vrai parce que la culture, c'est tellement enrichissant. Tantôt, on parlait de Césaire. Si je connais Haïti, c'est entre autres grâce à lui. Et je pense que
Ben, j'ai souvent dit que la culture était un voyage immobile. La culture, c'est ce qui nous permet de connaître le monde qui nous entoure, à travers un livre, à travers une toile, à travers une musique. On peut donc faire le tour du monde et apprendre à connaître le monde. Et là, je vais retourner encore vers l'Antiquité. Quand Socrate nous a dit « Connais-toi toi-même », je pense que ce n'est pas le biais de la culture. Parce que pour se connaître soi-même, il faut connaître le monde qui nous entoure. Et je pense que la culture est le moyen par excellence pour apprendre à connaître ce qui nous entoure et donc, par conséquent, apprendre à se connaître soi-même et à devenir un individu plus... j'aime pas le mot, mais je vais l'employer quand même, un individu plus compétent sur le plan social. Si je comprends bien, vous me dites que pour mieux connaître le monde, il faut s'ouvrir aux autres cultures. C'est bien ça? À toutes les formes de culture. Donc, votre dernier mot, M. Chevrette? Ben moi, dans un premier temps, pour ne pas oublier que je représente ici le groupe Musique et Poésie, c'est de dire aux gens de venir nous entendre, nous rencontrer au cours de notre prochaine saison. Puis peut-être de dire aux gens aussi, allez-y vers la culture. Ça va être où, justement, votre dernière saison? C'est où que ça va être? La prochaine saison va avoir lieu à la bibliothèque Régent Ducharme, qui est la bibliothèque municipale de l'île Saint-Ignace. Et cette année, on veut créer une ambiance toute particulière. C'est quelque chose que vous, personnellement, n'avez pas connu. Mais dans les années 60, il y avait au Québec un phénomène qui s'appelait les boîtes à chansons. Et c'est un peu cette ambiance-là qu'on veut reconstituer cette année. Donc, une ambiance détendue, conviviale, propice à l'écoute de la poésie. Okay. Parlant de boîte à chansons, est-ce que c'est la même... C'est pas grave. Je suis en train de vous poser une question là, mais c'est vraiment intéressant. Il y a une culture aux États-Unis où les gens se ramassent à un endroit et puis ils commencent à dire des poèmes. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire que nous, c'est pas tout à fait comme ça. C'est plus structuré. OK. Mais par contre, la soirée qu'on va faire au mois de novembre, c'est un peu ça. OK. Parlez-moi donc, M. Chevrette, de cette soirée-là qui va avoir lieu au mois de novembre. Au mois de novembre, ce qu'on veut faire, c'est permettre aux gens qui habituellement viennent nous écouter de prendre la parole à notre place en nous lisant leur poésie à eux ou encore en nous lisant des poèmes qu'ils aiment. On veut amener les gens à ne pas être essentiellement auditeurs, mais on veut les amener à être participants véritablement à nos soirées de musique et de poésie. Même que nos musiciens vont être disponibles ce soir-là. Les gens qui vont vouloir avoir une musique pour accompagner leur lecture, notre musicien va improviser autour de ce qu'ils lisent. Alors, on veut vraiment que tout à coup, puis peut-être que ça nous permettra de découvrir que dans le coin ici, il y a des gens qui écrivent de la poésie absolument extraordinaire et qu'on ne le sait pas, qu'on ne les connaît pas. Et qui sait, ce sera peut-être un révélateur pour beaucoup de gens. Et notre souhait le plus cher, on revient à quelque chose qu'on a évoqué tantôt, c'est ça qu'il y a des jeunes qui se présentent ce soir-là. D'ailleurs, dans cette perspective-là, il va y avoir aussi le 30 octobre, à l'église de l'Édupas, un lancement tout à fait particulier organisé par les Écus des Forges, la plus grande maison d'édition de poésie au Québec. Un lancement très particulier, en ce sens que depuis cette année, ils vont commencer à publier des recueils de poésie qui sont des recueils de la relève poétique. Donc de très jeunes poètes qui vont être publiés aux Écus des Forges. Et le lancement de cette relève poétique va avoir lieu ici, à l'église de l'Édupas, le 30 octobre prochain. Monsieur Réal Chevrette, en tant que finaliste des Grands Prix des Jardins de la Culture, je vous souhaite bonne chance et merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci.